Bonjour les Tata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste plasticien martiniquais qui expose d'ailleurs en ce moment à la Fondation Clément et ce jusqu'au 19 septembre. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Rodrigue Glombard. Bonjour Rodrigue. Bonjour Astrid, merci Comment de vas-tu? m'accueillir. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler de ton parcours en tant que plasticien? Comment on en vient à être plasticien au point d'exposer aussi longtemps? Eh bien, j'ai commencé par peindre de manière autodidacte. J'ai commencé en reproduisant les héros des bandes dessinées que je lisais. D'accord, tout simplement. Oui, et puis petit à petit, j'ai commencé à essayer de reproduire les choses que je voyais, des natures mortes, des paysages. Et puis, j'ai fait la connaissance d'un artiste martiniquais, Hector Charpentier, qui m'a mis un peu les pieds à l'étrier. Il m'a mis en tête l'idée de faire les beaux-arts, chose que j'ai fait. Vous avez des parents dans le domaine artistique? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mon père avait des sensibilités artistiques, mais qui n'a jamais mis en pratique, pas que je me souvienne en tout cas. Et voilà. Et en fait, en 83, j'ai eu l'opportunité de partir pour les Beaux-Arts à Besançon, cursus que j'ai fait. Et voilà. Ça a confirmé votre choix? Une fois que vous étiez dedans, vous étiez sûr ou bien vous vous êtes dit je me trompe de route? J'ai toujours été sûr. Ça, c'est un doute que je n'ai jamais eu. Je ne savais pas comment j'allais faire ce chemin, mais je savais que ça aurait été mon chemin. Donc depuis, vous êtes résident à Lyon. Oui. Donc ça fait déjà plus de 30 ans que vous exposez, notamment en Martinique, en France, et aussi en Espagne. C'est quoi votre lien avec l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? L'Espagne, le lien avec l'Espagne, c'est que la maman de mes enfants est espagnole. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Et vous continuez toujours à exposer en Espagne? Ça fait longtemps que je n'ai pas exposé à nouveau en Espagne, mais je garde des liens avec ce pays, avec Barcelone en particulier. D'accord. Donc votre univers est très riche. Donc on passe de la... Alors vous êtes un plasticien, donc on passe vraiment de peinture à des installations. On appelle ça installation, donc c'est assez impressionnant, assez vertigineux par moment. Comment ça évolue? Comment on évolue comme ça? Est-ce que ça vous plaît plus que la peinture ou En fait, ça se nourrit l'un l'autre, en fait. Parce que la peinture m'a amené aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, j'ai découvert la sculpture de manière très concrète. Et j'ai fait mon cursus en sculpture. Mais la sculpture a ceci de particulier, c'est que ça prend beaucoup de place. Et je disposais de peu de place. Et une façon de solutionner cette chose, c'est de faire des installations, c'est-à-dire que je peux disposer d'autant de place que je veux, de manière éphémère. Et ensuite, en démontant, on n'a plus besoin de stocker. Voilà. Quand on stocke, c'est on empile dans des coins et voilà. Et c'est comme ça que ça solutionne. Et puis, ça me permet aussi d'aborder les choses de manière plus spontanée, c'est-à-dire que j'ai besoin de tel ou tel matériau. Je travaille surtout avec des éléments naturels. Oui, je vois des pierres, il y a des fils de fer bois, aussi. de la terre, du sable, de l'eau, des choses comme ça. Et en fait, c'est un univers qui me permet de questionner la notion de fragilité, la fragilité de notre environnement face à nos actions, mais aussi la fragilité de l'être humain face à l'environnement quand il se déchaîne. Donc c'est une manière de mettre un peu face à face ces deux aspects des choses. D'accord. Il y a une installation qui m'a marquée qui était à la Fondation Saint-Jacques, à Font-Saint-Jacques, pardon. C'était Mère Nature dicte ses lois avec des œufs. C'était quoi le projet? Eh bien justement, c'est on va dire un nuage de cailloux suspendus sur des œufs, sur des œufs posés sur des formes de tambours en bambou. Sur chaque tambour, un œuf posé et une pierre suspendue à la verticale de cette œuvre. C'est une manière, c'est un peu l'idée de l'épée de Damoclès en fait. Oui, de notre fragilité aussi. Hein. C'est l'idée de la fragilité. Comment on se met en danger, comment on se met en situation dans cet univers et puis qu'est-ce qu'on fait, comment la corde est tendue et elle va casser, elle ne va pas casser, combien de temps ça va durer et voilà. C'est très clair et très palpable. Voilà, et finalement, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on vit au quotidien? On est peut-être parfois en danger inconsciemment. Là, c'était très conscient, c'était très matérialisé.
Mais est-ce qu'on n'est pas tout le temps... Ben, c'est une allégorie de ce qu'on vit au quotidien. C'est une manière de voir un peu les choses, comment, oui, de mettre en image notre quotidien, oui. D'accord. Vous avez aussi une autre inspiration, c'est le milieu carcéral. Vous avez fait une exposition à Lyon, notamment autour de cet univers. Pourquoi cet univers vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous inspire? En fait, comment dire, c'est une installation qui m'a été proposée dans cet univers-là, Oui. parce qu'en fait, je travaille sur la temporalité. Le cœur de mon travail questionne la temporalité. Et cette installation mettait en avant la notion de temps qui s'écoule. Avec les sabliers, avec différents sabliers. Voilà, avec différents sabliers. Et en fait, comment dire, cette exposition m'a été proposée parce que on mettait face à face l'aspect temporel des détenus face à comment. En fait, le milieu carcéral est habité par deux populations, les détenus et le personnel pénitentiaire. Oui. Et ils n'ont absolument pas la même temporalité. Le détenu est enfermé. Et il est là pour un temps donné, très très long, donc il a le temps de compter le temps qui passe. Tandis que le personnel pénitentiaire a une activité, il sort, il rentre, il a un univers, deux univers. Et cette installation qui était constituée de 48 sabliers de 30 minutes chacun, si on fait le calcul, on arrive à 24 heures. Si on joue le jeu à tourner chaque sablier l'un après l'autre, on va couvrir un temps de 24 heures. C'est une installation qui s'appelle S'oublier de temps en temps, oui. Qui est une façon d'amener le spectateur à s'approprier le temps. C'est-à-dire, celui qui va jouer le jeu jusqu'au bout va retourner chaque sablier. Donc il va couvrir ce temps de 24 heures, mais celui qui est pressé, il va retourner plusieurs sabliers en même temps et il va compresser le temps. C'est une manière un peu de s'approprier cet espace. Vous avez déjà eu l'occasion de créer justement, de faire des installations éphémères dans le milieu carcéral? Non, pas directement. C'est possible, oui. C'est possible. J'ai travaillé avec une compagnie de danse. Je suis aussi scénographe. Et je travaille avec une compagnie de danse notamment, et j'ai eu l'occasion de faire comment dire, de transposer une de mes scénographies dans une prison en Lorraine pour, en fait, c'était une restitution d'une, comment on va dire ça, d'une résidence. Pour les détenus. Et en fait, on a entré le décor dans cette prison. Le spectacle a été joué pour les détenus qui avaient suivi des stages, qui avaient suivi des animations avec le chorégraphe. En quoi ça les aide, en quoi ça les nourrit, les détenus, quand ils vivent ce genre de... Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, ce qui me semble intéressant pour eux, c'est que comme ils ont participé à un projet, qu'ils ont été actifs sur un projet, restituer cette chose-là, ça leur donne il y a une dynamique qui se crée. Oui, ils concrétisent quelque chose. Ils concrétisent quelque chose et ça leur permet de voir un aboutissement de quelque chose à quoi ils ont participé. Oui. Surtout de voir qu'ils sont encore capables de réalisation, d'évasion, malgré le fait d'être incarcérés. Voilà. C'est aussi une forme d'évasion, de créer. Oui, d'avoir une activité, parce que quand on est, je suppose que oui. Quand on est enfermé, il faut occuper ce temps-là. Donc il faut avoir des activités, il faut avoir oui, il faut s'occuper en fait. En parlant d'enfermement, est-ce que les 2 années de confinement ont été plutôt propices à la création ou au contraire, ça a été un enfer pour vous au niveau de la création? Pour ma part, au niveau créatif, ça a été un moment jubilatoire. D'accord. Parce que dans le sens où c'était mon activité principale, j'étais dans le cœur de ma thématique, le temps. Et donc, effectivement, j'avais la possibilité d'aller à mon atelier. Donc, je passais mes journées à l'atelier. Je n'avais nulle part d'autre où aller. Donc, là, vous l'expérimentiez à l'échelle mondiale, hein?
Ah oui, complètement. Surtout dans une activité, dans une thématique que j'appelle les séquences temporelles. C'est un travail conceptuel qui consiste à inscrire les dates et les heures que je passe à réaliser cette activité-là. Et j'étais dedans complètement immergé. Alors, vous avez fait un challenge, enfin j'appelle ça un challenge, qui était dessin quotidien. Si j'ai bien compris, ça a duré pratiquement 16 ans. Ça a duré 16 ans. Tous les jours. Au quotidien. C'est une démarche qui a commencé au 1er janvier 1997 et que j'ai mis en sommeil au 31 décembre 2013. En fait, cette démarche quotidienne, elle est venue du fait que mon activité de scénographe m'amène à voyager, à partir sur plusieurs jours en tournée. Et donc, c'est autant de temps que je ne passe pas à mon atelier. Donc, c'est quelque chose qui me manquait. Donc, l'idée, c'était d'emmener l'atelier avec moi puisque je ne peux pas y être. Donc, en réfléchissant à ça un peu en amont, j'avais mis en place un dispositif, un contexte, un dispositif qui me permettait justement d'emmener les choses avec moi. Et j'ai complexifié la chose pour rendre ça plus intéressant. Je me suis dit, bon, tu vas m'emmener donc l'atelier, c'est un carnet avec de quoi dessiner, des encres, des stylos, etc. Et tous les jours vous avez respecté ça pendant 16 ans? Tous les jours. C'est-à-dire que j'ai commencé le 1er janvier, je me suis amené, j'ai réalisé le premier dessin, et puis le deuxième. Et puis j'avoue que sur les 3-4 premiers mois, c'est difficile de maintenir ce rythme-là, parce qu'on n'est pas habitué. Mais au bout de 4-5 mois, on bascule dans une routine, dans un rituel qui fait qu'on devient, on attend ce moment-là. On attend ce moment-là, comme certaines personnes méditent tous les jours, comme certaines personnes prient tous les jours. Moi, c'était ce rituel-là qui était un instant à moi, un instant d'introspection, un instant. Je pensais travailler sur la mémoire d'ailleurs, parce que quand je suis en situation de travail, le subconscient est en ébullition, ce qui fait que la mémoire, les souvenirs d'enfance remontent de manière très marquante, même la mémoire olfactive rentre en jeu. Et je pensais travailler sur la mémoire à ce moment-là, et puis au bout d'un moment, lorsque ce travail s'est bien installé, je me suis rendu compte que je travaillais sur le temps. Et à partir de ça, j'essaie de prendre du recul sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, et puis je développe des axes de recherche dans ce sens-là. Alors c'est vrai que la notion de temporalité, c'est vraiment une notion majeure dans vos créations. Pour vous, le temps, vous le considérez comme un allié ou un ennemi? Complètement un allié. Un allié? Parfois un ennemi ou toujours un allié? J'essaye de voir les choses positives, de manière positive en général, et c'est un allié. C'est un allié. Avant même de mettre en place cette démarche, pendant très longtemps, je dis que le temps est une valeur sûre, parce que lorsqu'on on aborde la temporalité dans les choses, parfois je remarque que lorsqu'on on veut réaliser quelque chose, si on essaie d'aller vraiment en confrontation, en force, ça marche pas. Ça n'aboutit pas. Et moi, j'ai l'image toujours de la ceinture de sécurité de la voiture. Oui, quand on tire dessus, elle bloque. Tout à fait. Et ben, lorsqu'on la prend doucement, elle vient. Et c'est une manière d'approcher les choses et de dire, on laisse venir les choses. Et quand on est prêt à recevoir les choses, elles arrivent, elles viennent. Donc c'est histoire de dire que le timing est bon, tout est parfait. Voilà, mais il faut être à l'écoute, effectivement. À l'écoute de quoi? À l'écoute des signes, des choses qui viennent, des instants, de comment on est, comment on reçoit les choses, comment on est en disposition pour les accueillir. Très bien. Donc justement, l'exposition qui est en ce moment à la Fondation Clément, donc depuis le 21 juillet, porte le nom d'Instant. La thématique, c'est l'instant, c'est instant au pluriel. Donc du 21 juillet au 19 septembre. Au 19 septembre. D'accord, donc c'est à la Fondation Clément, c'est tous les jours. Oui. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc pas d'excuses. Voilà. Et puis vous avez aussi un moment fort qui est dimanche, là, dimanche 30 avril à 10h. Vous pouvez nous en parler un peu, c'est une visite commentée? Oui, c'est une visite commentée qui va aboutir à une performance musicale, parce qu'une partie de ce travail justement, que j'appelle des séquences temporelles, donc c'est ce dont j'expliquais tout à l'heure, c'est la démarche dans laquelle j'inscris les dates et les heures. Il y a une deuxième phase de ce travail qui consiste à
En fait, ce sont des tableaux qui sont essentiellement composés de chiffres. Et toutes ces données chiffrées sont rentrées dans un logiciel, dans une application, qui va être ensuite traitée par un logiciel qui va restituer une partition. Donc chaque son, chaque signe est traduit en son. Et cette partition, après des arrangements, une mise en forme, peut être jouée par n'importe quel musicien ou n'importe quel autre ordinateur. Et j'ai fait la proposition à Eric Ildefonse. Oui, Eric Ildefonse, qui est un pianiste et un compositeur jazz martiniquais. Afro-caribéen. Voilà, et je lui ai fait cette proposition et il a accepté de jouer le jeu. Donc dimanche, lors de la présentation de ce travail, on va expérimenter cette chose. Bien, donc dimanche, on attend le public, dimanche 30 juillet à 10h. À 10h. Est-ce qu'il y a des réservations nécessaires ou bien c'est ouvert aussi? C'est ouvert normalement. C'est ouvert, a priori? C'est ouvert normalement, a D'accord. priori. Très bien. Il faudrait pour plus de précision, il faudrait s'adresser à la fondation. À la fondation, voilà. d'accord, donc mais se rapprocher priori, de la fondation. Ça devrait être assez bien. libre. Eh bien, merci beaucoup, Rodrigue Lombard. Merci de votre accueil. Malheureusement déjà. C'est vrai que ça passe vite. C'est vrai. Merci Ositata, merci d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.